signaler que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas vu des politiques publiques. Les politiques publiques sur l'immigration n'ont jamais bien existé. En fait, les immigrés ont toujours vécu, et les humains, c'est des humains qui se changent d'un continent à l'autre, d'un pays à l'autre, et après les politiques publiques se mettent à s'adapter au mouvement humain, qui est les migrants. L'observation de ce qu'on fait sur les politiques publiques et le lien avec les migrants est significatif, parce que, par exemple, le Maroc, dans les années 60-70, il est difficile d'immigrer. Pour émigrer, il faut avoir un passeport. Il est impossible d'avoir un passeport. C'est très difficile. Et du coup, c'est des gens qui viennent recruter sur place. C'est très... Si le Maroc avait ouvert la porte à l'immigration, c'est-à-dire en donnant des passeports dans les années 60-70, c'est 10 millions de Marocains qui vont être à l'étranger aujourd'hui, ce n'est pas 5. Ça veut dire que, parce qu'à l'époque, il ne faut pas laisser partir des gens qui vont devenir des revendicateurs, des gens qui vont contester le pouvoir, etc. Les gens qui changent du pays vont habiter par des mauvais esprits et revenir au pays pour dire des choses qu'il ne fallait pas dire. Donc on bloque la population. Et quand le Maroc a senti les résultats de l'immigration dans les années 2000, s'il avait su qu'ils vont jouer un rôle sur sa balance commerciale, il aurait laissé partir beaucoup plus que ça. Et c'est la même chose pour les gens qui accueillent. Les gens qui accueillent l'immigration, ils sont venus recruter les gens musclés, jeunes, de préférence pas de cicatrices, parce qu'on regarde bien c'est les costauds, et surtout, il ne faut pas qu'ils sachent lire ni écrire parce qu'ils viennent devenir syndicalistes. Donc il faut qu'ils soient obéissants. C'est comme ça qu'on a recruté les Marocains dans les vallées, dans les villages de Sousse. On veut des gens qui ne sont pas, qui sont dégourdis, qui sont, et dans les rapports des sociétés industrielles françaises telles que Péchin, Eugène Kuhlmann et les autres, on a trouvé des archives sur lesquelles quel type de gens allaient recruter au Maroc. C'est des berbères de la montagne, très dégourdis, mais pas revendicateurs et pas cultivés, pas instruits, surtout. Parce que si la France savait qu'elle allait affaire à l'intégration, elle aurait d'autres critères. Elle aurait dit, ben, je veux des gens qui sont censés de connaître la langue du pays, des trucs comme ça. Il aurait des critères différents. C'est que montre qu'il n'y avait pas de politique. Les politiques de l'immigration ont toujours été subites par le mouvement humain. Ils n'ont jamais été prévus à l'avance. J'arrête là, parce que sinon, ce n'est pas l'objet de mon intervention. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que sur le rôle que les immigrés marocains ont joué, par exemple, quand on a commencé en 1984-85 à imaginer la création de cette association Migration et Développement, on avait accompagné un mouvement qui était tenté de dire « moi je retourne chez moi ». À l'époque, il y en a qui disaient les reconversions industrielles qui ont suivi les nationalisations des années 82-83 ont fait que les Marocains, il y en a qui sont effondrés. Parce que l'usine ferme, ils disent « mais je n'ai plus rien à faire, moi je suis venu pour cette usine, l'usine ferme, je retourne ». On a découvert que les gens ne savaient même pas qu'ils ont le droit d'être au chômage. On a découvert qu'il y a des gens qui ne savent même pas qu'ils peuvent aller changer de région. Et il est vrai que dans ces années-là, la carte de séjour ordinaire ne te donne pas le droit d'exercer ta profession dans toute la France. Tu es limité au département et ensuite à une région. Tu ne peux pas aller travailler à Paris si tu es de Marseille. C'est comme si tu refais une deuxième immigration au niveau administratif. Donc, c'est que fait que, dans l'esprit des gens, ils ont réfléchi, ils ont pensé, beaucoup ont pensé. D'ailleurs, la première surprise qu'on avait, en tant que syndicaliste qui avait été dans le comité d'entreprise, c'est de voir autant de gens qui demandent à retourner. Sur 180, dans l'usine Péchélie, par exemple, où je travaillais, 180 migrants, 54 ont été candidats au retour. Et ça nous a surpris en disant, où ils vont, ces gens? Ils vont travailler où? Alors, il y a des primes qui ont été offertes, etc. Mais après, ces immigrés-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont rattachés. Le centre d'intérêt dans la tête, c'est le village quand même. C'est le pays. Ce n'est pas... La France, c'était... Ils sont venus pour... Ils étaient débordés eux-mêmes. Parce qu'ils n'étaient pas venus pour rester. Ils sont venus pour s'enrichir
ramasser l'argent, retourner, enrichir leur famille et enrichir le pays, c'est-à-dire développer le pays. Parce que quand les exemples qu'ils ont vus en France, ils vont les répéter dans le pays d'origine. Ils veulent avoir des villages électrifiés, ils veulent avoir des villages avec l'eau potable, avec le robinet, ils veulent avoir des écoles, ils veulent avoir exactement ce qu'ils ont vu ici. Ils ont essayé de le faire au détriment de leur santé, au détriment de leur confort, parce qu'ils habitaient dans les foyers, ils habitaient dans les algécos, ils ont complètement mis de côté leur vie pour pouvoir avancer. Eux-mêmes, ils pensaient que ça va se régler comme ça. Mais malheureusement, même pour eux, ils se sont rendus compte que ce n'est pas ça. Ils ne sont pas maîtres d'eux-mêmes et de leur famille. Au bout de quelques temps, ils font venir leur femme, leur regroupement familial. Après, ils sont dépassés par les événements. Après, la vie continue. Après, il y a d'autres immigrants qui se sont joints à ça. Toujours est-il, pour l'immigration marocaine, elles ont commencé à zéro. Ils sont venus dans des villages où il n'y avait rien, où il n'y avait pas la route, et même pas la piste. Et il n'y avait pas d'électricité, ils ont commencé à zéro. Ils ont commencé par faire ramasser de l'argent, y compris ceux qui ont retourné, ils ont mis en commun leur prime de licenciement, et ils ont essayé d'électrifier un village, deux villages, jusqu'à 25 villages. Et en même temps, le mouvement est tellement grand qu'il y avait 2500 dans peu de régions, dans de provinces, il y avait 2500 villages électrifiés en 1995. Alors que le Maroc ne comptait pas du tout à cette époque électrifier les villages. Et quand on demande l'électrification des villages, ils disent mais on ne va pas électrifier les montagnes. La politique des États, de l'État à l'époque, ce n'était pas de développer tous les territoires. Alors on se pose des questions même si elles savaient que ces villages existent. Le Maroc, à l'époque, on appelle souvent au Maroc, il y a le Maroc utile, il y a le Maroc inutile. Le Maroc utile, c'est la côte, c'est quelques grandes villes. Le reste, on développe ça et autour de ça, on fait un pays. Après, les choses avancent. Et on met sur le compte des immigrés le fait que leur amour de village, leur acharnement à rester dans leur village, fait qu'ils ont attiré l'État. Parce qu'au bout de quelques années, dès les années 90, la réforme des collectivités locales qui a multiplié par je ne sais pas combien le nombre de collectivités locales, donc il y a des plans régionaux, les plans nationaux sur l'électrification rurale, le plan régional sur les routes rurales, qui sont venus accompagner cette dynamique que les immigrés ont commencé avant. Et du coup, l'État vient. Ils ont contribué à faire venir l'État dans le rural. Alors après, c'est vrai que les choses évoluent, avancent. La première génération investit beaucoup dans les infrastructures et ils ont contribué à ce que l'État arrive. L'État est arrivé, il y a des routes, il y a de l'électricité qui se mettent en place, mais le problème de revenus se pose. Moi, je considère un tournant énorme les années 99 et 2000-2001. Les immigrants ont changé complètement de tête en disant ce n'est pas avec les routes et l'électricité qu'on va développer le pays, ça ne suffit pas. Il va falloir qu'on réfléchisse ce que sont les richesses, comment enrayer les départs, comment créer des activités pour les jeunes pour rester. Et là, elles se sont lancées à partir de 2000. Il y a eu une analyse qui a été menée par Migration et Développement, mais toujours avec les immigrés, pour savoir quelles sont les forces et les faiblesses de ces territoires concernés, dans la région du Souss, Massa, jusqu'à Ouarzazate, Zagora. On a vu qu'il y avait des richesses. Il y avait des possibilités de développement, il y avait des plantes aromatiques, il y avait des figues barbaries, il y avait de l'algar, il y avait du safran, il y avait énormément de choses qui peuvent être transformées en monnaie, qui peuvent être valorisées, que la valeur ajoutée joue un rôle important. Et les immigrés, encore en avance par rapport à l'État, ont lancé des travaux, par exemple sur l'algar, sur le safran. Le safran, beaucoup d'immigrants ont travaillé, que ce soit en Belgique, que ce soit en France, ils ont avancé et ils ont lancé le premier festival du safran en 2007.
Le ministre de l'Agriculture vient, répond présent au premier festival qu'ils ont lancé eux-mêmes, les immigrés, et le ministre l'a pris à son compte. Et maintenant, il est devenu la fleur du ministre. C'est le plus beau cadeau qui peut leur arriver. Ils ont initié quelque chose et le ministère le prend en compte. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est comme ça que les choses peuvent avancer. C'est-à-dire les immigrés ne peuvent pas développer le pays